Comme disait Marc-Antoine Lebret, via Laurent Delahousse, bonjour à tous, mais aussi et surtout bonjour à toutes. Cette chaîne aura pour but de critiquer des films, mais critiquer n'est pas un terme péjoratif. Même si une critique constructive est négative, le but c'est d'identifier pour quelles raisons ça ne fonctionne pas ou pour quelles raisons ça fonctionne. Le tout avec des faits. Et là, ça devient intéressant. C'est pour cette raison que les navets, les mauvais films, les films moyens, les bons films, les excellents films et les chefs-d'œuvre sont tous aussi intéressants les uns que les autres. Ce sont tous des films, et les réussir est une tâche ardue. Un exemple, Alien Covenant. C'était nul parce que c'était nul. Je connais un Scott qui devrait sortir les doigts du cul. Je parle bien sûr des critiques constructives. Parce que dire que c'est nul parce que c'est nul, ça n'a aucune valeur. Même si Ridley... Un film n'est pas simple à réussir, sinon tous les films seraient réussis, et nous ne serions plus surpris par cet art qui n'en serait plus un. Il faut se rendre compte qu'un film, c'est des centaines et des centaines de personnes qui y travaillent, si ce n'est parfois un millier, voire plus. Et chacune de ces personnes apporte leur touche au film, et donc il faut que tout le monde soit concentré et sur la même longueur d'onde du début du tournage jusqu'à la fin. Je ne prends pas en compte la pré-production ou la post-production, puisque ces deux parties-là du film regroupent un petit peu moins de monde que le tournage en lui-même. Par exemple, pour Avatar, c'est 5 ans. 5 jours sur 7, 8 heures minimum par jour. Puisqu'il faut savoir dans le cinéma que les 8 heures journalières sont vraiment une base, mais que généralement on approche plus des 10 heures, voire entre 10 et 12 heures par jour. Tout d'abord, les personnes qui pensent qu'il n'y a pas d'analyse dans le monde du cinéma se trompent. L'analyse est inhérente au cinéma. Il y a des multitudes de codes et si vous voulez les connaître, regardez entre autres Steven Spielberg. Enfin, regardez pas Steven Spielberg, mais ses films, bien sûr. Dans un film, disons que nous allons avoir 1h30. Durant ces 1h30, nous allons devoir construire un film en 3 étapes. La première, c'est la présentation des personnages et de l'histoire. On leur donne un but. Cela dure 15 minutes. La deuxième étape, c'est la poursuite de ce but avec l'évolution des personnages tout au long de l'histoire. Ceci dure 1 heure. La troisième étape, c'est la résolution avec une finalité positive ou négative. Ceci dure encore 15 minutes. Donc il faut que tout ce qui passe à l'écran soit justifié. C'est ce qu'on apprend dans toutes les écoles de cinéma. 2 questions. Tu veux faire ça, pourquoi tu veux le faire? Tu veux faire ça, pourquoi tu veux le faire? Ouais, pour prendre le pouce en premier, quoi. Même si moi-même je n'étais pas d'accord avec cette vision du cinéma, elle s'est révélée évidente très rapidement. Un film est créé avec des idées et des intentions propres au réalisateur qui ont été nourries par les personnes qui travaillent aussi sur le tournage, donc les personnes qui composent l'équipe technique. Mais une fois que cette œuvre sort, que ce film sort au cinéma ou qu'il est regardé par une nouvelle personne, c'est comme la peinture. Cette œuvre est interprétée par une nouvelle personne. Il y a 2 possibilités. Soit la personne qui interprète l'œuvre l'interprète comme le réalisateur a voulu la faire, et c'est une interprétation en accord, soit la personne réinterprète cette œuvre qui est sortie et l'interprète à sa façon propre, et c'est donc une interprétation en désaccord. Mais que ce soit l'une ou l'autre, vous ne le saurez jamais puisque le réalisateur vous dira jamais « je voulais faire ça » ou « je voulais faire ça parce que je voulais faire ça ». Bien sûr, le film est la version du réalisateur. Mais une fois que le film sort, ce film appartient à tout le monde, et toute nouvelle interprétation peut être incroyablement intéressante par des justifications. Si votre interprétation suit avec cohérence le récit, l'atmosphère du film, alors il y a des chances que votre interprétation soit la bonne et soit liée à la vision du réalisateur. Mais vous ne le saurez jamais. Bref, vous l'aurez compris, c'est pour ça que c'est tout un art, la réussite est loin d'être assurée, c'est ce qui rend cet art si magnifique.
Cette vidéo, comme vous vous en rendez compte, sera un peu plus longue que les suivantes, puisqu'on va essayer de la rendre pédagogique, et en même temps c'est la première vidéo de la chaîne pour que vous compreniez bien ce dont on parlera dans chaque critique cinéma. Aujourd'hui, nous allons parler d'El Habitante, en français L'Habitant, qui est un film mexicain écrit et réalisé par Guillermo Amoedo. C'est le premier film de ce réalisateur que je découvre. La musique est composée par Manuel Ribero. Pareil, première musique de film de ce compositeur pour moi. A noter que Manuel Ribero et Guillermo Amoedo ont déjà travaillé ensemble sur d'autres films. C'est toujours plus intéressant musicalement et au niveau de la transmission d'émotions, puisque plus on se connaît, mieux on peut travailler ensemble. Bien sûr, des fois ça ne fonctionne pas. Le directeur de la photographie se nomme Erwin Jaquez. Bon, pareil, je connais aucune de ces lumières. En fait, je connais absolument aucune personne de l'équipe technique de ce film. Première pause pour vous parler du directeur de la photographie. Viens. On va parler de la lumière. C'est celle ou celui qui s'occupe de la construction de l'image d'un film ou autre, mais aussi de l'éclairage d'une scène. Il gère donc, en accord avec le réalisateur, le choix des différents types de lumière, des ombres, du chef maquilleur, mais aussi le chef costumier. Il travaille aussi en étroite collaboration avec le chef décorateur, car toutes les différentes matières utilisées sur le tournage réagissent de manière différente à la lumière. C'est pour cette raison que tout doit être calculé pour respecter la vision du réalisateur. Vous vous rendez compte à quel point ce métier est dingue ? La script travaille aussi avec lui, dans une moindre mesure par rapport au précédent corps de métier, pour s'assurer de la cohérence entre les plans et ainsi assurer la continuité temporelle de l'histoire, évitant ainsi les faux raccords et les anachronismes. Le directeur de la photographie joue aussi un rôle important au cours de la post-production pendant le montage en travaillant sur l'étalonnage pour finir de constituer l'ambiance des plans et de l'histoire tout entière qui a déjà été établie au préalable par le choix des lumières, des caméras et bien d'autres choses. Un peu trop lumineux, ouais, voilà, c'est mieux comme ça. Le monteur du film est Diego Macho Gomez, inconnu au bataillon aussi pour moi. Parlons du montage. La monteuse ou le monteur joue un rôle essentiel dans l'association des plans, dans l'entretien du rythme, mais aussi du propos. On peut faire des dizaines et des dizaines de films différents avec tous les plans tournés au montage. Le monteur est ici pour comprendre la vision du réalisateur et l'aider à la mettre en place tout en le conseillant, en lui proposant ou en lui refusant des choses. Bien qu'en fait, si le réalisateur dit non, c'est souvent non. Sauf si le producteur arrive et dit oui, et là c'est souvent oui. Sauf si t'es Steven Spielberg, et là c'est souvent comme tu veux. Mais c'est une autre histoire. Le montage est un enchaînement d'essais. On fait, on défait, on refait, on défait, on refait. Tout ceci jusqu'à trouver l'association la plus cohérente et la plus correspondante aux propos du réalisateur. Pour comprendre ce qu'est simplement le montage, regardez The Social Network de David Fincher qui a reçu, entre autres, l'Oscar du meilleur montage en 2011. Vous comprendrez alors ce qu'est le rythme et l'association des plans. Et pour comprendre rapidement ce qu'est le montage sur des exercices courts et intenses, regardez les films d'Edgar Wright comme Shaun of the Dead, Hot Fuzz ou bien encore Scott Pilgrim. C'est dans un premier temps à mourir de rire, mais dans un second temps riche en contrôle rythmique et pédagogique style montage pour les nuls. Revenons à nos moutons! Parlons de la distribution du film. Maria, interprétée par Maria Evoli, Camila, interprétée par Vanessa Restrepo, Anna ou Anita, interprétée par Carla Adel, Angelica, interprétée par Gabriela de la Garza, José Sánchez Lermontov, interprété par Flavio Medina, le cardinal Pedro Natale, interprété par Fernando Becerril, et Tamara, interprétée par Natasha Kubria. La notation du film sera faite par mon pouce, Kiki, victime d'une luxation et d'une fracture. 3 possibilités. La première, bien, pouce en haut.
Quand c'est sympatoche, quoi. Deuxième possibilité, moyen, pouce qui reste où il est. Quand c'est le milieu, quoi. Hashtag mitigé, quoi. Troisième possibilité, raté, pouce en bas. Ouais, quand c'est de la merde. C'est de la merde. Simple, non? T'es prêt, Guigui? Oh, putain, je flippe. C'est mon premier rôle au cinéma. Verdict. Pouce en haut. Attention, spoiler. Et oui, El Habitante de Guillermo Amoedo est un très bon film d'horreur. Nous avons déjà une idée novatrice dans l'écriture. Des personnages qui ont pour but d'aller voler un sénateur mexicain qui a les moyens de permettre à Camila de rembourser une dette qui lui évitera la mort. Au tout début du film, des prières à répétition. Plus on répète une prière, plus on veut qu'elle soit exaucée. Mais aussi, plus il est difficile de l'obtenir. Sinon, une seule fois suffirait. Ensuite, le plan d'un tableau décrivant une personne aux gros yeux envoûtée par le mal. Quelques plans sur des photos, avec en fond une musique inquiétante, nous avons des informations. Ce n'est pas le plus novateur, mais c'est toujours habile dans le cinéma de se servir uniquement du visuel. Pendant que les prières continuent, nous avons une présentation de photos de famille qui nous décrivent une famille. Une fille, deux parents, un fils, sur fond de pape, qui décède, juste avant le titre du film El Habitante, de quoi nous donner matière à réfléchir, et nous aurons toutes ces réponses à la toute fin du film, ce qui rendra toute l'œuvre encore plus incroyable. Tout ça en 2 minutes 33, avec présentation des maisons de production, simple. Sur le dernier plan des photos, lors d'un travelling arrière, nous voyons qu'elles sont sous la lumière jaune. Ensuite, nous décelons une rupture nette avec l'obscurité ambiante de la salle que nous voyons sur les murs. Sur le plan suivant, un travelling avant, qui démarre en fond du noir, s'éclaircit à mesure que nous nous rapprochons du dîner que partage le couple sous une lumière faiblarde jaune. Autour d'eux, c'est l'obscurité qui domine, et la caméra a dû traverser cette obscurité depuis le noir pour trouver un peu de lumière, un peu de vie auprès de ces deux personnages. Nous pouvons donc interpréter que seuls ces deux êtres partagent encore un petit peu de vie dans cette ambiance chaotique. Le noir symbolisant la mort, le néant, le mal, et la lumière, la vie. Sur l'un des plans suivants, nous sommes face à l'homme, et nous pouvons remarquer au niveau de ses yeux une part d'ombre. Nous pouvons donc interpréter que l'homme possède une petite part d'obscur en lui. Ensuite, le réalisateur décide de ne pas nous montrer comment les deux filles arrivent à entrer dans la maison. Sûrement une de ses idées pour nous dire à nous, spectateurs, qu'il a envie d'aller au plus intéressant, au plus concret. De retour sur Camila. Coquin. On a donc un personnage qui n'est pas mauvais dans le fond pour le moment, mais qui va voler l'argent de pot de vin pour se sauver. Ce n'est donc une action pas très bonne, mais basée sur de l'argent sale. Aidé par sa sœur Maria, qui lui fait promettre de ne pas faire de mal à la famille, avec une insistance des regards, sauf que cette dernière, Camila, lâche le regard de Maria pendant sa promesse. Donc un peu d'assistance de la part de Maria renforce sa position pacifique, donc on a des personnages qui ne sont pas totalement mauvais, mais le fait que Camila lâche le regard à la fin de sa promesse peut dire quelque chose et dira quelque chose dans la suite du récit. Ensuite, Camila et Maria entendent un bruit dans la maison. Les parents leur disent qu'il n'y a personne d'autre, mais Camila va essayer de se rapprocher de ce bruit et arrive à la cave. J'avais eu du mal à le lire, ça. Donc, une fois qu'elle arrive à la cave, elle découvre Tamara. Et une fois qu'elle découvre Tamara, Maria et Camila, la situation bascule, puisqu'on va avoir un récit nourri de flashbacks qui va nous permettre de découvrir les personnages de Camila et de Maria et leur passé dramatique via un drame. C'est tout à fait intéressant d'orienter le récit de cette façon. Maria arrive ensuite dans la chambre de Tamara, je crois, et elle découvre de la médication, ce qui la laisse réfléchir, mais toujours de façon sceptique, par rapport à la véracité de la situation. Il y a un truc qui me gêne là. C'est bon. Ensuite, elle découvre au-dessus du lit le crucifix avec une tête manquante, ce qui nous permet d'en apprendre plus sur elle, puisqu'elle a déjà vécu de la séquestration auprès de son père, puisqu'elle a déjà vécu de la séquestration auprès de son père. Je
je suis nul aujourd'hui. Elle découvre le crucifix dont la tête est manquante, ce qui fait un rapport direct avec son histoire et son drame personnel. Lors d'une séance de séquestration, où elle se sent abandonnée par Dieu, elle décide de prendre le crucifix et de le jeter par terre, la tête se fracture alors. Et donc on a l'impression du coup que la manipulation est mise très tôt, puisque c'est Maria qui va être dirigée vers ce crucifix-là, qui va faire un rapport direct avec sa séquestration. Et il y a tout qui la dirige un petit peu vers la séquestration, un petit peu comme Camilla. Camilla, elle va tomber vers un objet de torture. Enfin, elle l'interprète comme un objet de torture, et c'est pour ça qu'elle va directement se diriger, elle aussi, elle seule plus elle que Maria, vers de la séquestration. C'est ça qui va conditionner un petit peu sa façon de réagir dans l'histoire à la suite, pour Camilla. Et c'est là qu'on se demande si la manipulation n'est pas mise en place vraiment beaucoup plus tôt, puisque Anita, qui est donc la plus jeune, la plus fragile, c'est elle qui va découvrir les traces de sang dans la douche, et c'est elle qui va être attirée en haut pour tomber face à Tamara. Et c'est là qu'on se dit, mais tout est peut-être préparé depuis le début, pour piéger à la fois la famille, piéger les voleuses, et permettre à Tamara de partir. Et c'est ce qui va se concrétiser dans la suite de l'histoire. Ensuite, Camilla et Maria se rejoignent dans l'escalier et montent au dernier étage et trouvent Tamara. Elle parle donc à Tamara, Camilla parle donc à Tamara, et lui dit qu'elle va l'emmener voir un docteur. Elles vont l'emmener à l'hôpital. Et là, Tamara s'écrie « Non, ne le laissez pas sortir ». Donc là, elle nous donne plusieurs informations. Déjà, qu'elle peut encore parler, qu'elle lutte contre le démon, mais qu'elle sait de quoi il est capable. Il ne faut absolument pas qu'il quitte la maison. Mais c'est très difficile pour Maria et Camilla de comprendre ça directement. C'est plus un message pour nous qui est censé nous donner matière à réflexion. Là, c'est Tamara qui se débat comme elle peut. Mais voilà, on a une première information, il ne faut pas que le démon sorte. Et vous verrez, avec la suite des explications, vous allez comprendre toute la machination qui est absolument fabuleuse. Et là, ensuite, on bascule dans un jeu d'interprétation. Surtout dans cette scène où Camilla et Maria redescendent avec Tamara dans la pièce centrale avec les parents qui sont liés au niveau des chaises. On a un vrai jeu d'interprétation et de manipulation qui se met en place. Et c'est là qu'on se rend compte un petit peu de l'intelligence du réalisateur. Qui contrôle la situation? Les voleuses qui ont l'arme à la main, Tamara qui se fait passer pour une fille séquestrée, ou les parents qui, liés à la chaise, disent aux voleuses de partir. Est-ce que ce ne serait pas une tactique pour leur mentir et leur dire « laissez-nous tranquilles » pour pouvoir ne pas avoir à donner l'argent en leur faisant croire qu'il y a un danger qui règne? Ou alors est-ce qu'ils disent la vérité et qu'ils veulent aider les personnes qui veulent les voler? C'est fantastique, c'est fantastique. Et pendant une dizaine de minutes, voire une quinzaine de minutes, on se pose beaucoup de questions et on ne sait pas trop qui contrôle vraiment la situation. Et c'est ça le plus incroyable. Les hallucinations qui apparaissent ensuite dans le film n'ont, à mon goût, jamais été aussi bien mises en place et justifiées tant par l'histoire et leurs personnages. Et on découvre Maria rongée par sa situation et le fait de bien agir, sentiments qui sont multipliés par le passé commun de Camilla et Maria. Donc, la situation de Camilla et Maria prend un cran de légitimité supplémentaire de pouvoir intervenir dans une situation où Dieu n'a pas intervenu pour elle. Arrive ensuite Tamara, interprétée par Natasha Kubria, avec brio, mais aussi très bien dirigée par Guillermo Amoedo, avec un maquillage somptueux et très habile. Son débit de parole, la justesse des mots utilisés et donc l'écriture du dialoguiste qui n'est autre que Guillermo Amoedo, mais aussi son regard fixe et fuyant, sa posture de jeune femme handicapée, d'enfant handicapé, et donc toute la direction artistique du personnage, tout ça rend Tamara très complexe et difficile à cerner, ce qui renforce l'interprétation et le drame horrifique. Petit aparté, qu'est-ce que la direction artistique? Ce sont des petites choses qui donnent corps au personnage, qui le personnifient encore plus, lui donnent du rythme, c'est à la fois tout et rien, c'est essentiel. Ça peut être un mouvement,
une pose, un comportement, et ça donne beaucoup d'effets divers et variés qui composent le personnage et le décrivent encore plus. C'est un lien entre le réalisateur et l'actrice ou l'acteur qui va lui donner des indications de jeu précises durant un jeu entier. En particulier, ce mouvement de langue caractéristique du démon, lié à un regard malin, parfois joueur, parfois maléfique, et cette chaise et ses liens, qui étaient une source de cruauté au début du récit, deviennent avec l'évolution de l'histoire une source de sécurité face à un démon. Vous rendez-vous compte maintenant à quel point le récit est intelligent? C'est divinement et diaboliquement brillant. Mais on doit parler aussi du lien décor-éclairage, puisqu'on sent vraiment une sensation de mal-être dans cette grande maison, soutenue par une mise en scène avec des plans qui durent. Mais à notre plus grande surprise, on ne tombe pas sur ce que nous donnent 80% des pseudo-films d'horreur d'aujourd'hui. Pas de jumpscare facile, pas de musique qui monte volontairement à 4000 décibels parce qu'on ne sait plus comment vous obliger à vous accrocher à votre siège. Ici, nous avons une musique habile et magnifique qui nous emmène gentiment vers ce mal-être, cette incompréhension de la situation, puisqu'il nous place directement face à un choix horrible, car on se pose toujours la question de savoir qui manipule qui. Jusqu'à un certain moment où on comprend un peu quand même. On se rend compte à quel point le pouvoir manipulateur de Tamara est sournois et intelligent comme son réalisateur scénariste, puisqu'il se sert de la vérité pour manipuler ses personnages. Il capte leur attention, les fait basculer dans une profonde tristesse et ou un profond dégoût. Il peut ensuite les emplir ou les emplir de haine, comme il fait avec Camilla, et une fois qu'il a cette emprise suffisante sur un personnage, il peut se débarrasser de lui. J'aime aussi cette idée que le cardinal se présente à la famille tel le dernier espoir qu'il leur reste pour sauver leur fille, en donnant la raison de l'échec des exorcismes dans leur globalité. Ceci nous donne encore plus d'excitation. Le fait qu'il se donne du temps avant d'aller rejoindre Tamara dans la cave nous donne encore une idée novatrice dans le récit, puisque dans bon nombre de films, l'exorciste s'en va rapidement trouver la personne à exorciser. Alors qu'ici, il nous est donné du temps pour mieux apprécier et mieux redouter ce moment qui va arriver. Ensuite, le cardinal laissant retrouver Tamara, tout sourire. À la fin du film, Maria, en regardant la télévision, se rend compte que le cardinal n'est plus le cardinal, mais est le démon, grâce à ce sexy mouvement de langue. Et donc, Maria se rend compte du terrible drame et commence à prier en chuchotant. C'est tout simplement les prières que nous entendons au tout début du film. Et c'était ça le plan du démon, que cet exorciste-là, que le cardinal Pedro Natale vienne faire son exorcisme et le rate, pour ensuite prendre sa possession et devenir le nouveau pape. Brillant. Enfin moi j'ai trouvé ça brillant, j'ai beaucoup aimé. N'hésitez pas à regarder ce film, c'est vraiment un excellent moment. Il y a plein de vrais bijoux dans le cinéma étranger et c'est vraiment super. On va terminer cette vidéo en parlant un petit peu des interprétations très rapidement, puisque je sais que je vous ai déjà gardé très longtemps jusqu'à maintenant. Voilà, j'ai beaucoup aimé l'interprétation de Vanessa Restrepo, qui joue Camilla, qui est d'ailleurs ma nouvelle femme, je pense. Enfin, ouais, Puis j'adore son style un petit peu mitigé, d'une coiffure côté droit, avec cheveux lisses, un petit peu ondulés, et puis tressé sur le côté, ça donne un petit peu une impression de caractère. Un petit peu le caractère qu'elle a eu via son passé en étant dans les prisons, où il y a passé 8 ans, dans les prisons mexicaines, et c'est pas très drôle là-bas les prisons. Et j'ai vraiment beaucoup adoré sa motivation personnelle en tant qu'actrice et toute son énergie qu'elle met dans le personnage. C'est vraiment du très bon jeu d'actrice. J'ai beaucoup aimé aussi, je ne l'ai pas noté dans les acteurs du film, mais c'est le père qui séquestre Camilla et Maria. Il joue vraiment très juste et il sait modifier les émotions de son visage. Enfin, comme tout acteur, j'ai envie de dire, mais lui, il sait vraiment scier son visage en deux, avoir à la fois des émotions humaines
enfin, faire paraître des émotions humaines. Et puis, il sait en même temps avoir ce visage, pas démoniaque, mais vraiment très méchant et vraiment rempli de haine. Et ça, c'est vraiment une des choses qui m'a le plus plu aussi. Mais aussi Maria Evoli, je voulais parler d'elle. Tout se situe dans son regard. C'est vraiment par ses yeux que passe l'intégralité de son jeu d'actrice dans le film. Et elle fait vraiment quelque chose de... On a juste à voir ses yeux, on pourrait effacer les contours et juste avoir son regard en très gros plan. On comprendrait toutes ses émotions, tout ce qu'elle ressent. Voilà. Je pense en avoir assez dit sur ce film. N'hésitez pas à aller voir le film et en version originale, s'il vous plaît, dans la mesure du possible. Pour le reste des vidéos, pour l'instant il n'y en a qu'une. Mais voilà, n'hésitez pas à l'avenir, c'est toujours plus intéressant de voir le film avant de voir sa critique. Voilà, si vous êtes un petit peu curieux, n'hésitez pas à toujours aller voir les films. Je mettrai toujours le nom des films dans le nom de la vidéo. Voilà, dites-moi en commentaire éventuellement si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, pourquoi. Ça peut toujours m'aider à rendre la vidéo plus intéressante pour tout le monde. C'est un petit peu aussi ça le but, que ça soit intéressant pour tout le monde. Voilà, sur ce, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo, j'espère que vous aussi vous prendrez beaucoup de plaisir à la regarder. Vous voyez bien que j'ai mon, mon papier pour tricher. J'ai pas triché tout le long de la vidéo, donc là je peux tricher un peu à la fin. Voilà, je vous souhaite donc une bonne semaine, en espérant que tout se passe bien, que vous ne soyez pas trop gênés par les grèves, ou voilà, tout ça, quoi, que tout se passe bien. Et n'hésitez pas aussi à me mettre des idées de films à commenter dans les commentaires, puisque moi l'embarras du choix me bloque. J'ai eu un coup de cœur pour ce film, donc je voulais commencer avec un coup de cœur. Mais voilà, n'hésitez pas à me mettre des idées de films en commentaire, comme ça je ferai les commentaires de ces films-là. Et voilà, je vous souhaite donc une bonne semaine. Sur ce, une petite pensée pour ma lampe qui n'a pas survécu au lancer d'oreiller du chef décorateur. En alliant critique et film, je crois que j'ai tout. Puis j'ai trouvé ça convenant. Voilà, petite dédicace ratée à Antoine Daniel. Sur ce, arrodillate et adorame. Arrodillate et adorame. Arrodillate et adorame.